Welcome to VGG Music Sci-Fi. Salut, c'est Kevin et Morgan de Miras et vous regardez BGP Music Live. Merci de nous accueillir ici au café pour la sortie de votre prochain album qui arrive donc enfin cette semaine, le 8 mars. C'est ça. C'est sûr cette fois? Normalement, ouais. C'est sûr, ça Ouais. bouge plus. En théorie, ouais, ça bouge plus. En théorie, ça bouge plus. Il a été annoncé en septembre, c'est ça? Il a été annoncé en septembre, puis février, Fin puis... d'année, ouais. février, tout ça. Ah, il y a eu C'est des- la Feu il raconte ça sur scène au Hellfest, donc forcément on en croit. Mais... Ah, c'est à moitié de sa faute. Des maisons de disques qui ont parfois du mal à synchroniser toutes les actions dans tout le monde entier pour une sortie qui est faite de manière synchrone entre tous les acteurs. Donc ça peut représenter des enjeux. Je sais aussi qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement de vinyle, parce qu'aujourd'hui, commander des vinyles, ça peut prendre quelques mois, donc c'est pas évident. Voilà, on a essuyé des petits soucis de ce niveau, mais rien de très grave. Vous êtes pas reparti retravailler certaines chansons? Non, pas du tout. Vous n'étiez pas mécontent de ce que vous aviez fait? Il y a pas de soucis. Absolument pas. Non, c'est absolument que des soucis. C'est purement logistique. Ouais. Bah, tant mieux, parfait. Ce show du Hellfest, il était quand même assez fou. Alors je ne sais pas si vous aviez fait exprès pour l'occasion, même en défiant le préfet avec le feu du bled, c'était une dinguerie ce que vous avez ramené. La magie, Anastasia la danseuse, les cracheurs de feu, tout ça, c'était splendide. C'était un super voyage. Ça a vocation à devenir votre marque de fabrique. C'est quelque chose qu'on voit un peu aussi sur les images du show de Carthage. Est-ce que voilà, demain, ça va être une signature de Miraz? Quand on peut se le permettre, logistiquement, financièrement, oui. Après, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à chaque fois. On peut pas se permettre sur toutes les dates d'arriver à 15. On peut pas sur toutes les dates avoir un demi-smirmorgue de matos. On peut pas sur toutes les dates injecter 10 000 euros dans le... Parce qu'il faut pas rêver à ce genre de spectacle. C'est un coût qui est de plus en plus gros, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on aime bien faire. C'est quelque chose en plus on aime bien varier un peu. Sur la même tournée, tu peux nous choper sur 2 dates avec des gros moyens. C'est pas dit que tu es exactement les 2 fois le même show. Donc c'est quelque chose, on est sensible à ça et on aime bien passer du temps et mettre de l'argent dedans, mais on peut pas se permettre non plus de le faire de partout. Plutôt quelles dates? Les dates de festival, les dates de première partie de gros groupes? Non, les premières parties, tu peux pas. Aucun groupe peut, parce que tu as des contraintes de temps au niveau de... En général, quand tu fais une première partie d'un groupe, tu as une place sur scène qui est limitée. Premier point. Et deuxième point, tu vas faire tes balances à 18h ou 20h. Tu n'as pas le temps. Je connais pas de groupe de première partie qui peuvent amener une scéno. C'est le jeu. Il faut respecter le jeu. Après, on fait en général la scéno en fonction, enfin, de manière concertée et stratégique, en fonction de ce que ça peut apporter en termes d'expérience pour le public et pour nous, tout en essayant de contrôler le budget. Sachant que les budgets des groupes sont pas infinis. Aujourd'hui, on a des dépenses à faire essentiellement sur une proposition de tournée en tête d'affiche qui est véritablement la chose la plus importante quand tu sors un album. Donc là on se focalise là-dessus. Pour cet été, je ne sais pas encore exactement ce qu'on va faire. D'accord. Du coup, Pour vous, quelle place doit occuper le visuel au sein d'un groupe? C'est plus important de trouver ou justement ça change on se dirige vers des concerts un peu plus discrets, un peu plus simples? J'ai pas l'impression qu'on tende, de manière générale dans le monde de la musique, j'ai pas l'impression qu'on tende pour des choses plus simples, non, en tout cas visuellement. Ça prend de plus en plus de place, chose qu'on peut comprendre. Quelqu'un qui met 20, 25, 30, 35 euros dans une place, si c'est pour avoir rien de plus que s'il écoute l'album dans son salon, c'est malheureux. Après moi c'est un truc par exemple que j'aime pas à titre personnel. J'aimerais que la musique se suffise à elle-même, mais tu vas voir l'accompagner aujourd'hui par toute cette les mecs veulent voir un peu de magie entre guillemets Okay. Ouais, et puis tu découvres. Enfin, un groupe, tu le découvres par son image et pas par le son. Encore une fois, j'aimerais le contraire. Mais les gens en général aiment ce qu'ils trouvent beau ou ce qu'ils trouvent proche d'eux, et non pas ce qu'ils aiment réellement à leurs oreilles. Et c'est comme ça, c'est le jeu. Il faut se plier à ce jeu-là. C'est effectivement comme ça, c'est bien. Et donc le Motoc, cette année, vous y revenez. Oui. Je crois que la dernière fois c'était 2012, donc ça ne devait pas du tout ressembler à la même chose déjà entre le lieu
puisqu'aujourd'hui maintenant il se passe à Carré, et à Taille, qui a bien pris de l'ampleur pendant toutes ces années. Quelque chose de spécial de prévu ou chute, c'est un secret? Rien de spécial de prévu parce qu'on est obligé de mettre une pierre après l'autre et c'est le dernier festival de l'été. Okay. Du coup, on est sur l'organisation des premiers. Donc, En parlant de festival, il y a un nouveau festival en Tunisie là, qui est le MENA Rock Festival. Le MENA Rock, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Et de manière générale, qu'est-ce que vous pensez de la scène métal en Tunisie actuellement? On essaye de pousser. Ouais. Vas-y. On essaye de pousser au maximum le MENA Rock parce que c'est par de la promotion. On a posté plusieurs fois sur eux en essayant de faire la promotion le mieux qu'on pouvait puisque en tant qu'ambassadeur de facto de la musique métal là-bas, on a une voix qui porte et donc il faut utiliser cette voix-là pour faire la promotion des projets qui font vraiment de la valeur. Et le MENA Rock est aujourd'hui la première proposition de vrai festival privé en Tunisie, c'est une première. Le nombre de fans n'est pas extensible. Si tu regardes un peu plus en détail, bon, la Tunisie est un magnifique pays, mais t'as pas de marché du disque, t'as pas de studio d'enregistrement, t'as pas d'école qui t'apprennent à faire du métal, comme ce qui pourrait être le cas en Suède, etc. Donc le métal reste un micro-marché, t'as environ 7 ou 8 000 fans là-bas. Ce qui est pas énorme, mais en tout cas des gens qui sont très fidèles, puisque à chaque fois qu'on joue à Carthage, on a devant nous 7 ou 8 000 personnes, donc on assume que 100% des fans de métal en Tunisie viennent nous voir. Donc ils sont très voilà, c'est une sorte de famille, c'est une sorte de véritable famille. Et le MENA Rock s'inscrit dans cette dynamique de famille, et j'espère qu'ils vont pouvoir amener aussi des Français à venir se baigner à Hammamet, passer du bon temps. Non, mais en plus là-bas c'est magnifique, tu es dans des hôtels qui sont fabuleux. C'est no stress, c'est la vie au ralenti, et tout va bien quand tu es là en tant que spectateur. Et je pense que d'ailleurs, il faudra que j'en discute avec les organisateurs que je connais. On essaiera certainement de trouver de faire une proposition de Miraz pour la prochaine édition, pour les aider et aussi pour après on a joué beaucoup là-bas, mais c'est toujours un plaisir. C'est un festival, ça peut être assez gratifiant. Comme ça, là, tu vois, c'est vraiment beau. Et d'un point de vue des groupes locaux, est-ce que vous voyez une évolution de la scène là-bas? Il y a des talents, il y en a beaucoup. Et il y a un problème majeur en Tunisie, c'est l'incapacité pour les groupes de s'exporter à l'international, malheureusement. Miraz fait l'exception parce que la vie a fait qu'à un moment donné, je jouais avec mon précédent groupe Adagio en première partie de Robert Plant à Carthage. Avant Adagio, il y avait un groupe tunisien qui s'appelait Ecstasy, qui s'appelait pas encore Miraz à l'époque. Et le fait qu'on ait un peu de Tunisien, un peu de Français, a permis de créer un pont. Ok, mais malheureusement pour les groupes tunisiens aujourd'hui, il y a impossibilité de s'exporter, mais impossibilité technique. Principalement à cause de la devise. La devise, c'est le principal problème. C'est-à-dire que tu veux proposer ton groupe en Europe, par exemple, il faut payer l'abonnement Spotify ou imprimer tes CD. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Le dinar tunisien est une monnaie non convertible. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il est strictement interdit pour un Tunisien d'avoir une carte bleue. Donc, ces deux choses font que tu ne peux pas. Voilà. Donc, Miraz fait. C'est impossible. Centaines de points, effectivement, dans un autre pays, c'est juste pas possible. Voilà. Miraz fait l'exception parce qu'on a un groupe franco-tunisien, mais des fois, même en tournée, on galère parce qu'ils me demandent Kev, t'as une carte bleue, je dois me payer un sandwich parce que. Tu vois, voilà. Donc, c'est un gros frein. C'est une politique délibérée du gouvernement tunisien d'enfermer leurs ressortissants pour enfermer les talents. Et être sûr qu'il n'y a pas de fuite de talent, mais le QI des ministres là-bas doit approcher le QI d'un bulot QI, comme je ne sais plus c'est qui disait ça. Donc les mecs n'ont absolument rien compris à la mondialisation, absolument rien compris au capitalisme, n'ont absolument rien compris que c'est en permettant aux gens de partir librement que de la valeur peut être fait à l'international et la valeur peut re-rentrer dans le pays. Bon, il y a 30 ans, il y a 50 ans de retard sur le mindset,
Donc en fait, la Tunisie s'enferme pour pas faire fuir les gens et puis est en train de se couler avec une monnaie qui se casse la gueule de mois après mois. C'est malheureux, mais bon, les politiques là-bas sont de notre temps. Je n'allais pas dire dans notre monde parce qu'il y a des similitudes avec les politiques des années 50 en France, mais les mecs sont juste largués, quoi. Et du coup, votre nouvel album s'appelle Karma. Est-ce que ça a une signification particulière? Souvent, quand on dit Karma, ça veut dire un peu un retour de flamme. Est-ce que c'était lequel c'est celui-ci? Il est ouvert, quoi. Il est ouvert, on choisit. Il est ouvert, ouais. Pour moi, ça serait plus ça. Alors, ouais, là, on est les deux. On va le redire, on est les deux seules personnes du groupe à pas forcément croire au karma. En plus, d'accord. C'est dommage. Ou à croire un karma différent. Et Un moi, karma si je plus devais- analytique, plus cartésien. D'accord. Ouais, moi, si j'utilise ce mot, c'est forcément un retour de flamme violent, quoi. Tu vois, c'est ce qui est pas forcément ce qui est pas forcément le cas. C'est pas la définition exacte, mais Oui, c'est plutôt une sorte de balance. On fait du mal, on va s'en prendre du mal, et si on fait du bien, on appelle le bien. C'est un peu ça le. En fait, c'est vrai. voilà. Et l'album appelle au bien. On parle de sujets qui sont vraiment sombres, comme la discrimination, le racisme, le changement climatique, la dépression, les difficultés dans la vie, etc. Le mot karma cristallise toutes ces thématiques. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs ce nom. C'est un nom qui a été proposé par Zahir. Et c'était le nom parfait pour cet album-là. Zahir croit beaucoup au karma. C'est quelqu'un de très spirituel et il pense effectivement. C'est-à-dire sa vie est drivée autour de ça, ce qui lui permet d'avoir un raisonnement intellectuel qui est différent d'un cartésien, on va dire comme ça, avec les pour et les contre, c'est-à-dire que ça apporte des choses. Moi, ça m'apporte beaucoup, ça apporte un équilibre dans le groupe en fait, parce que tu as des cartésiens et puis tu as des gens plus spirituels, donc ça apporte un équilibre. Ok. Donc, effectivement, c'est pas un titre d'une des chansons de l'album. Je trouve qu'on a trouvé une occurrence dans Candle Spray. Pour le coup, Karma arrive vers la fin, dans les dernières phrases, et on se demandait si c'était issu de cette chanson, qui est un peu particulière aussi, notamment pour toi, parce que c'est la première fois que tu passes au chant dessus. Oui. Mais voilà, du coup, on aura l'explication. C'est plutôt cette balance et cet album qui appelle plutôt à faire le miracle. C'est ça, c'est une manière la plus minimaliste de représenter tous les thèmes de l'album, et la manière la plus minimaliste est d'utiliser qu'un seul mot, et c'est le mot qui représente efficace. Pour le coup, qui représente résume bien la situation en effet. Cette chanson, donc Candle Spray, dure la guerre, on en parlait tout à l'heure. Je lisais dans les petites notes qu'on nous a envoyées à l'interview que c'était venu de la façon dont tu avais de chanter le refrain qui t'a permis de partir là-dessus et d'accepter de la chanter aussi avec Zahir. Ça s'est fait naturellement depuis 15 ans que vous connaissiez. C'est la première fois que tu t'essayais un peu comme ça au chant ou... Non, en fait, ce qui se passe depuis des années, depuis maintenant 15 ans, quand je propose des titres, je chante les titres. D'accord. Ça a toujours été comme ça, parce que quand tu veux proposer quelque chose et tu veux que l'idée soit digérée et comprise, tu es obligé d'en montrer quelque chose. Si tu balances de l'instrumental, les gens vont pas forcément, même des musiciens aguerris, vont pas forcément comprendre où tu veux en venir. La mélodie vocale, c'est quelque chose qui est au centre de tout. Donc j'avais chanté cette chanson comme j'avais chanté toutes les autres, d'ailleurs. Okay. Sauf que sur cette chanson, il m'a dit, écoute, même si ça chante pas de ouf, il y a une couleur que j'aime bien, et j'aimerais qu'on puisse reproduire cette émotion que moi j'ai ressentie, c'est lui qui parlait, hein, que moi j'ai ressentie, donc je préférais que ça soit toi qui la chante. Je lui dis, bah écoute, vas-y, je m'en fiche, si ça apporte à l'artistique. Alors forcément, en tant que chanteur, j'ai pas le recul, je suis pas chanteur déjà, mais j'ai pas le recul sur ce que j'ai fait. Mais il m'a dit que la proposition artistique lui semblait être quelque chose de, voilà, qui apportait une petite valeur ajoutée. Donc je lui dis, bah ok, vas-y, je chante le truc, et puis c'est parti comme ça. Facile, ça a l'air sympa quand ça marche bien. Et ça, pas de soucis. À toi. Et le clip de Candle Spray donne pas trop d'équivoque quant au thème abordé. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous pensiez, en faisant ce clip, à une guerre en particulier, ou c'était vraiment une idée générale? Le clip a été tourné 1 an avant tous les problèmes qu'on peut voir à l'heure actuelle. Alors, c'était général, ni prémonitoire, ni politique. Parce que, de tous les problèmes de l'Ukraine depuis un moment, j'imagine que tu parles
Palestine, Oui. des choses comme ça. Oui, ben non, ça ne représente absolument pas cette guerre. De toute façon, la guerre israélo-palestinienne, bon, je suis pas spécialiste de politique, mais je suppose que c'est juste la conséquence de choses qui sont bien plus profondes. Et c'est justement ces choses plus profondes, la perte de libre arbitre du soldat qui ne sait même plus pourquoi finalement il combat, et puis se retrouve en face de son moi qui est chanteur, et puis tu te dis finalement tout le monde aurait pu être artiste à un moment donné, professeur de mathématiques, professeur d'histoire, boulanger, conducteur à la SNCF, et puis se retrouver sur le front. En France on n'a pas le service obligatoire, mais il y a des pays où c'est obligatoire, et tu te dis finalement est-ce que je le fais vraiment pour une cause à laquelle je crois. Donc le clip exprime justement cette perte de libre arbitre où le soldat n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire, aucune idée. Mais on voulait garder ça, on voulait garder l'idée large et ne pas sticker ça à un événement précis, parce qu'on en a déjà assez avec les BFM TV et Co pour en rajouter une couche. Non, on voulait parler simplement de ça, un appel à l'éveil des consciences, quoi. Oui, je disais une bêtise tout à l'heure, en fait, c'est dans Heroes que arrive Karma. Heroes, d'ailleurs, l'avait présenté sur scène au Hellfest comme une sorte de remède à la dépression et à l'addiction, qui sont aussi deux thèmes qu'on a retrouvés dans l'album. Moi, elle m'avait particulièrement touché quand elle avait été jouée sur scène, j'avais trouvé très très forte. Elle sonne bien sur scène, j'aime beaucoup. Elle passe, voilà, ça m'a vraiment mis un sacré coup. Tout ce qui est cette histoire autour du Covid, de la santé mentale, du soutien en face que peut apporter la famille métal, c'est aussi important pour nous, c'est un thème qui revient aussi assez fréquemment. Quand on a la tournée précédente, Medical Tour, qui s'est fait complètement satelliser sur la fin par le Covid, ça vous a chamboulé aussi fortement, ça vous a inspiré à faire les choses différemment dans les albums suivants et dans celui-ci? Ça change un homme. Il y a plein de groupes qui ont arrêté à cause du Covid parce que trop à encaisser. Trop dur, parce que déjà le style métal, enfin la musique métal au sens large est une musique de niche et à la fois une musique pour des intellectuels, parce que il faut avoir de certaines connaissances pour être sensible à ce genre de musique, et à la fois surchargé, c'est-à-dire avec plein de groupes. Donc c'est difficile d'en faire quelque chose où tu peux vivre de ta musique, et tous les groupes ont leurs difficultés. Là tu as le Covid qui arrive, ce qui se passe c'est que tu as 80% des groupes qui arrêtent parce que tu te dis c'est trop dur. Et forcément ça nous a impacté, mais on a essayé de voir les choses du bon côté et de trouver une force pour pas arrêter en fait. Et cet album, il y a un peu de ça aussi, il retranscrit une certaine résilience de notre part, et puis il retranscrit aussi une volonté de nous soigner de tous les problèmes. Et Zahir, je crois il en parlait sur la scène du Hellfest, où il disait qu'il avait combattu la dépression pendant des années, et c'est vrai, et je pense qu'il la combattra toute sa vie. Il en parle publiquement, c'est quelqu'un de profondément dépressif. Je pense pas que ça soit le seul dans le groupe, et la dépression c'est dangereux. Du coup, tu as deux options, c'est soit tu la bats toute ta vie et tu essayes de voir les choses du côté positif, la résilience, essayer de faire de la musique joyeuse, même si tes paroles sont sombres, créer une dualité, c'est ce qu'on essaye de faire dans le groupe. C'est ce qu'essaye de faire Zahir. Et voilà, Karma, c'est un peu tout ça en même temps. Il y a encore des questions à poser? Moi j'en ai plus, mais Bon, en tout cas, merci. Merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose avant de terminer, quelque chose que vous voudrez rajouter, quelque chose dont vous auriez envie de parler et qu'on n'aurait pas abordé pendant cette interview? Que personne ne vous a demandé avant, vous auriez voulu dire. Oui et non. Non, mais c'est une réponse de Normand. Non, si je prends ma casquette de musicien, voilà, on arrête le business du métal, etc. Voilà. Musicien, oui, j'aimerais des questions plus techniques sur la réalisation de l'album, sur la production. Je suis passionné de production artistique, de son.
de sound design, parce que c'est comme ça que je réfléchis quand je compose des morceaux, je construis des briques, un peu dans ma tête et après je les mets. Donc j'adore parler, je parlerai de heures d'intelligence artificielle aussi. J'aurais voulu qu'on me pose des questions sur des algorithmes de réseaux neuronaux et ce genre de choses. Voilà. Mais c'est hors sujet par rapport à... Ou pas, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, on en entend parler de plus en plus. Il y a ceux qui font leur pochette avec, la cover, maintenant, qui est arrivé comme ça évite de payer un graphiste, c'est vachement bien. C'est d'autres qui... Ça évite de payer un graphiste, mais je pense qu'il paye aussi cher le mec qui a fait la cover. Parce que pour avoir... Il y a une solution, la plus grosse solution open source de création d'images s'appelle Comfy UI. C'est un Américain qui a créé ça, avec tout un tas de modules. C'est des usines à gaz, les trucs. Et je peux te garantir que pour créer une image, je me demande même si ça prend pas plus de temps que de la part. C'est ce que j'allais dire, au bout d'un moment, entre trouver les bons prompts et puis faire le truc. Exactement. Mais c'est pas qu'une histoire de prompt. Le prompt, c'est 1% du problème. Après, tu as les upscalers. Après, tu as tout ce qui est les masques. Pour gérer les positions des mains, faire en sorte que tes mains n'aient pas 6 doigts, 3 nez, etc. C'était pas triste de ce côté-là. Après, tu as le test des modèles, après tu as des briques. Comfy UI, c'est un petit peu comme un créateur de plugins VST. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, tu as plein de modules. Donc tu as un module qui est spécialiste, c'est le sampler. Voilà, avec ses itérations. Ensuite, tu as ton prompt manager. Ensuite, tu as un millier de plugins comme ça. Et tu montes, et puis à la fin, ça te fait un truc aussi complexe qu'un réseau électronique, quoi. Et ouais, si tu veux bien faire les choses, il faut être sacrément spécialiste, ça prend du temps. Ça prend du temps, ouais. Et c'est passionnant. J'ai fait... d'ailleurs, pour l'anecdote, je sais pas si tu utilises ce genre d'outil. Je regarde de loin, en fait, j'ai ce côté où une partie de mon cerveau qui est super intéressée par ce côté génération d'images, et l'autre côté artistique. Donc, j'ai beaucoup d'auteurs de BD, de photographes, de gens qui sont dans ce domaine-là, d'illustrateurs, qui pètent un câble en se disant c'est le grand remplacement de demain. Ouais, mais ils ont la tête. Ils gagnent déjà des copinettes entre les coloristes, les dessinateurs, et maintenant on leur met en face un logiciel qui fait tout leur place. C'est compliqué à gérer. Non, mais c'est un métier qui va disparaître. Et effectivement, c'est un peu ce qui dans les métiers qui vont disparaître, il y a dessinateur, bien sûr musicien, réalisateur de clips, puisqu'il y a une... des logiciels qui font il y a... C'est qui? Attends, ils viennent de sortir quand la boîte d'Elon Musk là, de ChatGPT, ils viennent de sortir un truc de réalisation de film. Donc oui, ça c'est fini aussi. J'ai vu l'autre jour qu'effectivement en mettant ça faisait un goût d'animé. Ouais, exactement. Bon, voilà. Au niveau de la composition musicale, bon, c'est déjà au point et ça fera des choses avec des émotions dans 6 mois, 1 an. Donc la composition musicale est terminée aussi. Il restera... Qui va rester des métiers? Les avocats. Oui, parce qu'il faut créer une base de travail, une base légale de réflexion. Les avocats, tout ce qui est service d'aide à la personne, médecine, tout ce qui est autour de la médecine, ça restera. Tout ce qui est extraction de matières premières, et le reste va disparaître, malheureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement pour beaucoup de gens, parce qu'il y a plein de gens qui rêveraient que les robots fassent les choses à leur place pour être devant leur télé pour regarder Netflix. Donc la majorité des Français d'ici 20 ans sera ravis de plus travailler, mais pour les artistes, ça va piquer un petit peu. Vous le voyez comme un outil éventuellement à l'utiliser dans le rap ou pas du tout? Bien sûr qu'il faut le voir comme un outil. Si tu le vois pas comme un outil et que parce que j'ai plein de copains qui disent « Ah non, je n'utiliserai jamais l'IA ». Très bien, mais si tu ne veux pas l'utiliser, au moins essaye d'apprendre comment ça fonctionne, parce que tu risquerais de te demander même pourquoi tu as été remplacé sans même anticiper le problème. Donc soit tu anticipes des problèmes que tu pourrais avoir de manière future, soit tu les affrontes les problèmes, soit tu les occultes. Et dire l'IA c'est nul, j'utiliserai jamais, c'est un manque de responsabilité. Parce que voilà, tu occultes le problème et voilà. Donc bien sûr il faut affronter le problème et en tant que musicien on doit faire de la veille sur tous les outils d'intelligence artificielle tous les jours parce que sinon c'est fini pour nous, c'est terminé. C'est ça. Bon, merci beaucoup de votre accueil. Merci à vous. Réponse à nos questions.